Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Un jeune franco-algérien né en France, qui enseigne dans une université française, mais qui ne connaît pas très bien comment ça se passe au bled, a été très surpris par les imposantes funérailles de l'ex-chef d'état-major. Il m'a posé plusieurs questions que je vais reproduire ici pour vous intégralement. Je vous laisserai le soin d'y répondre, ou non. Ça nous fera un peu comme une séance de thérapie collective pour nous soigner de tout ce que ce régime nous a inséminé de propagande. Voici les questions de ce jeune homme. Avec de telles funérailles, n'a-t-on pas voulu montrer et faire admettre que le vrai pouvoir est celui des chefs de l'armée? Deuxième question. Et justement, pourquoi en avoir tant fait pour que tout le monde sache que le vrai chef de l'État est celui qui est le chef de l'armée à un moment où un président de la République vient juste d'être désigné par le même chef de l'armée? Troisième question. Le président de la République, a-t-il la prérogative constitutionnelle et légale de décréter 3 jours de deuil pour le décès d'un chef d'état-major? Question. Est-ce la première fois que 3 jours de deuil sont observés après la disparition d'un chef d'état-major? Qu'est-ce qui est prévu en la circonstance dans la Constitution algérienne? Notre question. Qui a donné l'ordre aux autorités locales, plus de 500 daïrats, de faire réquisitionner des bus, plus de 1000, au moins 1000, pour ramener des gens de l'arrière-pays et les faire assister aux funérailles? Qui a donné l'ordre de faire assister aux funérailles des milliers de soldats en civil? Était-ce pour donner l'illusion d'une très forte adhésion? Et enfin, deux dernières questions, celle de ce jeune homme. Pourquoi ce régime et tous ses alliés n'ont qu'injures à la bouche? Pourquoi qualifie-t-il tous ceux qui cherchent à se libérer de leur emprise? Pourquoi les qualifie-t-il de traîtres, d'agents de l'étranger, de mercenaires, de pervers, alors que les Algériens qui manifestent ne demandent que l'avènement d'un État de droit, que la séparation des pouvoirs, que des élections transparentes, que le pouvoir ne doit pas être militaire mais remis entre les mains des représentants du peuple? Et ces gens qui n'ont qu'injures à la bouche, ne savent-ils pas que tous les Algériens savent que les plus zélés agents des puissances occidentales sont les barons du régime, qui ont tous blanchi et planqué l'argent qu'ils ont volé à ce même peuple dans les banques de ces mêmes puissances, et que c'est dans ces mêmes pays de ces mêmes puissances où ils ont installé leurs familles, leurs capitaux, leurs affaires. Les Algériens sont-ils, enfin, le régime croit-il que les Algériens soient naïfs à ce point pour se laisser ainsi manipuler par une si grossière propagande? Fin des questions. J'en ai moi-même une flopée. J'ai d'ailleurs un projet de livre
où je vais me contenter de poser des questions. Seulement des questions. Des questions dont tout le monde connaît les réponses, mais que tout le monde évite de se poser, que les journalistes évitent d'écrire, que les intellectuels, ou de dire, que les intellectuels évitent d'évoquer, que ceux qui se disent les justiciers de Dieu et ses gardes champêtres se gardent de rappeler, que les policiers évitent de verbaliser, que les juges évitent de poser des questions pourtant simples, des questions pourtant légitimes, des questions de vie ou de mort pour toute une nation, mais que personne ne se pose, des questions cruciales, comme par exemple, d'où te vient ta fortune? Min ayna laka hadha? Pourquoi prêtes-tu serment sur le Coran alors que tu sais très bien, et tu sais mieux que tout le monde, que tu n'as pas été élu, mais désigné par les chefs de l'armée? Pourquoi as-tu bloqué toutes les enquêtes sérieuses sur la grande corruption? Pourquoi le département le plus budgétivore, celui de l'armée, est-il totalement inaccessible à qui que ce soit, au prétexte de secret défense? Pourquoi y a-t-il des pensions de retraite misérables pour le petit populo et des pensions de retraite de luxe plusieurs dizaines de fois plus élevées pour eux et leurs comparses? Pourquoi le petit peuple crève-t-il dans ces hôpitaux mouroirs alors que les maîtres du pays vont soigner leurs petits bobos dans les meilleurs hôpitaux du monde? Pourquoi transformer le véritable chiffre du chômage, qui est d'environ 50%, en un mignon petit 12%? Pourquoi payer en millions de dollars des sociétés étrangères pour limiter le débit Internet des Algériens et en payer d'autres pour les pirater? Pourquoi ce régime ne nomme-t-il que les corrompus et les prédateurs aux charges les plus élevées de l'État? Et on a comme ça tellement d'autres, des dizaines de milliers que je pourrais poser, des questions qui ont toutes des réponses, sauf que vous ne trouverez personne pour vous les chuchoter, ces réponses. C'est mortel. La meilleure preuve en est que le Al-Magharibiya a été neutralisé pour ça, pour avoir trop posé de questions, par ceux-là même qui n'aiment pas qu'on pose trop de questions. Ils n'aiment pas beaucoup Al-Methalbin, de la même manière qu'ils n'aiment pas beaucoup que les Algériens soient unis, qu'ils soient vent debout contre l'oppression, contre le pouvoir des militaires. Seraient-ils des anges descendus du ciel? D'où la Madaniya Machi Askariya. Et c'est encore ce que crieront demain les Algériens dans tout le pays, demain, 45e vendredi, peut-être le vendredi le plus moubarak de l'histoire algérienne. Algérie, veillez
crucial du vendredi 45. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et avec nous pour en parler, Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques et néanmoins analyste politique. Hassan Hairiche, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes amis ici présents et bonsoir à tous les spectateurs. Merci. Face à vous, Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS et néanmoins acteur très présent sur la scène du Hirak à Paris notamment. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toi, les invités, les téléspectateurs. Merci. À ma gauche, Mohamed Khelfaoui, ex-officier supérieur de l'ANP. Oui. Marhaba bik, Mohamed Khelfaoui, merci d'être avec nous. Barak fik. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et à ceux qui nous suivent. Et depuis Londres, notre ami et militant associatif très présent dans le Hirak à l'étranger ou en Algérie, Elias Filali, merci d'être avec nous, Elias. Merci beaucoup, خويا. ان شاء الله مرحبا بالانفيتي تاعك وبارك الله فيك جمال خويا. يسلمك يبارك فيك. Alors, mes amis, donc si nous parlions un peu de ces funérailles, de la façon dont elles ont été organisées, pourquoi a-t-on voulu faire un tel show? C'est incroyable. Qui a décidé des 3 jours de deuil national? Le président a-t-il le droit de décider de 3 jours de deuil national? C'est la première fois que ça arrive pour un chef d'état-major. Et puis toutes ces foules qu'on a rameutées un peu de l'intérieur du pays. D'autres sont venues d'elles-mêmes, hein, pour ne pas travestir la vérité. Beaucoup d'Algériens sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils éprouvent de la sympathie pour cet homme. Alors, qui se lance? Je peux me lancer dessus? Bien sûr, bien sûr. Il y a en fait plusieurs points à distinguer sur cette orchestration. D'abord, il faut rappeler aux Algériens qui nous regardent que toutes les funérailles des dictateurs ont été orchestrées en temps voulu, comme ils ont voulu, et aussi massives que les autorités en place l'ont voulu. Nous l'avons vu avec Franco, nous l'avons vu avec Boumedienne, nous l'avons vu avec Hassan II, nous l'avons vu avec Mugabe, pourtant qui a été déchu, etc. On se retrouve à peu près dans la même configuration que le Zimbabwe, justement. Le président déchu qui meurt après et qui a été encensé juste après. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Benchenouf, c'est qu'il y a une recherche désespérée de légitimité de la part de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils savent très bien que les élections n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu d'élections. Même les 8% dont on parle, ça a été un peu au forceps. C'est parce que c'est des militaires, des fonctionnaires, de la famille de X, de Y, ça, qui sont au poste d'autorité, etc. Donc il y a une recherche de légitimité. Il y a aussi des populations dont tout le monde dit qu'elles sont prises en otage, celles des régions enclavées, déshéritées, oui, qui sont prises en otage par les potentats locaux, par le RND, le FLN. Oui, vous faites bien de le rappeler parce qu'il y a en fait ceux qui sont autour des impétrants du pouvoir, ceux qui bénéficient, justement, ce sont les relais. Après, il y a les vrais relais et les relais naïfs. Ceux qui, pour une petite invitation, pour un sandwich, pour 2000 dinars, etc. Il y a aussi ceux qui votent, parce qu'il faut le dire, parce qu'ils croient que ne pas voter, c'est contre Chouhada, c'est contre l'emblème national, c'est un appel à l'OTAN, l'Atlasé. Il y en a qui votent comme ça, très sincèrement, ils le pensent. Parce que depuis 62, on leur a dit ça, que le nationalisme, c'est voter, que le nationalisme, c'est d'applaudir ceux qui sont au pouvoir, que le nationalisme, c'est justement le culte de la personnalité, le nationalisme, c'est de vénérer un cadre, un cadre, et on va offrir des cadeaux à un cadre, etc. Tout ça, ça a été applaudi comme étant comment ne se rendent-ils pas compte, nos compatriotes qui sont dans cette posture, que les mêmes qui sont en train de les promener. Par exemple, nous connaissons des cas de ces personnalités qui sont tout le temps en train de discourir, qui ont soutenu le 5e mandat, qui ont soutenu le 4e mandat,
puis quand le vent a tourné, qu'ils ont été contre la Isaba de Bouteflika, et qui tournent, et pourtant ces gens dont vous nous parlez, ils les croient toujours, Oui, ils les suivent. C'est ça, en fait, quand on étudie la psychologie des foules, et ça a été étudié en sociologie, en psychologie sociale, en anthropologie, etc., il y a effectivement, et c'est un des troisièmes points d'ailleurs que je voulais soulever, il y a la possibilité aussi de faire pleurer des milliers de gens. Il suffit que la caméra se braque sur 2, 3, 10 personnes qui pleurent et on peut payer les pleureuses. C'est depuis la Rome antique. Ah oui, oui, ça a toujours existé. Depuis l'Empire romain, on peut payer des pleureuses pour faire et puis pleurer. Ça déclenche. Oui. C'est un effet de foule, un effet de groupe et un effet d'entraînement. C'est un effet domino. Et donc les gens... Les gens, quand ils voient des larmes, ils pleurent. Non, ça, c'est classique, c'est connu, archi connu et tout ça. Et donc, toutes les dictatures de Hitler, Staline, Mugabe, tout ce qui vous voulez, Pinochet, on a pleuré Pinochet. Oui. On a pleuré Pinochet, qui a torturé. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de syndrome de Stockholm? On peut échanger. Hein? Ce n'est pas le syndrome de Stockholm dans ce cas-là, au sens vraiment de la psychologie de la foule et de la psychologie de l'individu. Mais vous savez, l'être humain, il est fait, en fait, si l'on prend vraiment la psychologie comportementale, nous avons trois pôles au niveau de la personnalité. Le pôle parent, qui régit tout ce qui est moral, tout ce qui est religion, tout ce qui est jugement, tout ce qui est conseil, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il faut pas, on doit pas. Après, il y a la personnalité adulte, qui est la rationalité, le calcul, etc. Et puis, la partie enfant. Or, nous sommes dans une culture où on raisonne pour l'essentiel sur la partie parent, la morale, la religion, etc., et puis la partie enfant. Soit la rébellion, soit au contraire la soumission. On est donc dans C'est l'émotivité. Absolument. Donc on est dans ce cas, vraiment dans cette configuration, et avec les médias, on peut faire fonctionner une des parties là. Et là, on a fait fonctionner à la fois la partie parents moral, machin, attention, il est mort, donc il ne faut rien dire, il faut dire juste Allah yarham au point, etc. Et puis la partie enfant, qui est effectivement, il pleure, on le fait pleurer devant un mort, devant une catastrophe, devant un machin, etc. Donc on joue et une association sentiment d'idées avec le nationalisme, le patriotisme, le père de la nation. Et on va dire, pour être justement un bon nationaliste, il faut pleurer. Il faut pleurer. Et on oublie que nous, justement, qui sommes sur la partie rationnelle, on va pleurer, oui, mais sur Bourgarin, on va pleurer sur Tabou, on va pleurer sur les petits jeunes qui, pour un drapeau, ont purgé des mois et des mois, certains des années. On va purger sur des gens qui ont été emprisonnés, humiliés. Oui, mais il n'y a pas de médias qui vous conditionnent pour être comme ça. Les seuls médias qui vous conditionnent, c'est pour pleurer de l'autre côté du trottoir. Bon, puisqu'il y avait le Maghrébia, le Maghrébia n'est plus là-bas. On profite de le Maghrébia, justement, pour dire aux téléspectateurs que tout cela est une orchestration, que les funérailles, même s'il y a un nombre important, entre les impétrants, entre les militaires, la police, la famille, ceux qui sont venus parce qu'on les a payés, ceux qui sont venus parce qu'ils ne savent pas, etc., tout ça, ça fait foule. Oui. Mais demain, le peuple va surgir. On va voir le vrai peuple qui va... Mais le peuple, demain, on ne va pas lui prêter des bus. On va l'empêcher de se rendre là où il veut. On va l'empêcher, effectivement. Oui, alors moi, je vais essayer de mettre... Enfin, les funérailles, entre le décès et les funérailles, c'était un temps très bref. Ça semblait être 3 jours. Ouais. En fait, il y a une espèce de complexité dans le rapport entre les différents protagonistes. Alors rappelons-nous, le 23, déjà il faut mettre le vrai nom. Qu'est-ce que le régime a fait des funérailles de Ahmed Gaïd Saleh? En fait, il les a politisées. Ouais. Il a politisé un événement qui est censé être émotionnel, une sorte de, on respecte ne serait-ce que l'événement. Comment il l'a fait?
Alors le 23, le décès. Après, il y avait un bref échange. Est-ce qu'il a été assassiné ou est-ce qu'il a été mort d'un AVC? La famille a tranché l'affaire. Il est mort d'un AVC, donc on ne reviendra pas. Comment elle a sur tranché? Elle n'a pas demandé d'autopsie? Elle n'a pas demandé d'autopsie. Elle a donné la version qu'on a, crise cardiaque. Oui. Mais Moussa, juste une question et je vous laisse poursuivre. Dans un tel climat d'incertitude, de manipulation, de complot, comment ce régime n'a-t-il pas ordonné une autopsie? N'importe quel régime moyennement intelligent, pour ne pas laisser planer le doute, aurait ordonné une autopsie. C'est même la loi. Et c'est même la loi. On ne peut pas, à un tel niveau de commandement, disparaître du jour au lendemain pour une soi-disant crise cardiaque sans qu'il y ait une quelconque mesure légale, légiste. Ça, on va nous le poser de cette façon, mais dans la mentalité de ceux qui sont concernés, ils ont préféré que ça soit bouclé comme ça rapidement. Donc, on se tient à cela, d'autant plus que c'était la volonté de sa famille. Donc, le 23, il y avait cette espèce d'échange très rapide, mais en tout cas, on a officialisé la version de la crise cardiaque. Donc, la réaction du Hirak, elle était conforme, très conforme, un peu à la morale musulmane algérienne, Rabbi yarhamou. On ne va pas dénigrer et on ne va pas insulter. Donc, pas d'injure et pas de dénigrement. Pourtant, c'était le souhait, quelque part, tacite du régime, pour trouver un peu la mèche qui peut justifier une escalade quelconque. La réaction du régime, qu'est-ce qu'elle était face à cela? Elle était très vicieuse. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Au lieu de rester sur les funérailles, et tout ça, ils ont dit on va annuler les sorties du Hirak des étudiants le mardi. Et donc ici, on trouve le jeu. Il y a un peuple qui va aller dans le sens des habitudes, de la tradition de la société. Le régime, il ne se soucie pas de ça, pourtant c'est lui le concerné, et il va continuer dans ses manigances. Donc il va dire quoi? Oui, ça y est, donc on observe le deuil, pas de sortie le dimanche. Et c'était quand même assez triste de voir leur cynisme. Donc, le dimanche? Non, Le mardi. Ça, c'est le lundi. Oui, c'est le lundi soir, à partir de 18h. Oui, pour annuler celle du mardi. Du mardi, oui. voilà. Oui. Quoi Mais qu'il c'est en un soit... échec. Il faut rappeler quand même au peuple algérien que c'est un échec. Oui, je fais d'abord la chronologie froide, et après on verra. Pardon. Donc, ceci n'a pas déstabilisé le Hirak, qui a quand même maintenu une sorte d'accord tacite qu'on ne va pas profaner, même s'ils sont en train de politiser. Voilà les prémices. On ne va pas profaner un peu la mémoire, un peu les funérailles. On va garder le calme. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, même dans les chaînes de télévision, même complètement acquises au régime, que ce soit au national ou à l'international, personne n'a relevé un dépassement d'un hirakiste. Donc le Hirak est resté intact. Pas même un écart de langage. Même pas. Ça n'aura pas été raté. Même pas. L'écart de langage, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont profané. C'est les gens du pouvoir. Bien Ils sûr, ont politisé l'affaire. Voilà. Pardon, voilà. Mais ils n'ont pas réussi dans leur provocation. C'est ça, non, ils ont profané les funérailles à partir du moment où ils l'ont politisé. C'est ce que à partir du moment où ils l'ont politisé, déjà ils l'ont profané. Viendra alors le mardi 24, le Hirak a répondu par la présence massive et d'ailleurs il n'y avait aucun slogan contre Gaïd Saleh. Ouais, donc justement. on voit que le Hirak est bien observer cette ce respect, cette moralité, disons-le, n'ayons pas peur du mot. Le 25 décembre... Il a évolué avec l'évolution Le 25 des décembre, pardon. Le 25 décembre, que fait le régime? Il va politiser encore la cérémonie d'enterrement. Voilà, millions de gens. Et donc, automatiquement, s'il y a des millions de gens qui sortent derrière le cortège, ça veut dire que le Hirak est terminé. Il y en a même qui l'ont dit. Oui, ils l'ont dit. Publiquement. Ils l'ont dit, bien sûr. Mais bien sûr. Le Hirak est fini, comme ça. On s'éteint. Donc ici, on a au vu des protagonistes deux éléments. On a Ahmed Gaïd Saleh, qui était clairement de ses propres vœux, de ses propres discours, opposé au peuple, mais quand il est mort, le peuple l'a respecté, son propre clan ne l'a pas respecté. Et donc c'est ce qu'il faut garder de ces funérailles, qu'on ne peut pas faire confiance à ce régime. C'est que la question qui se pose ici est complètement celle de la confiance. Dans cette orchestration, comme l'a dit tout à l'heure Hassan, ces bus qui ramenaient les gens, ces militaires en civil qu'on a lâchés sur Alger, avec des ordres de marcher le long des trottoirs, d'encadrer. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis, dans quel but? Le nombre, parce qu'ils savent que la bataille est celle du nombre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le nombre, qu'est-ce qu'on en fait avec le nombre? Semer le doute dans le Hirak.
Ça marchait sur quelques activistes un peu politisés. Et d'ailleurs, c'était étonnant de voir que ceux qui évoluent dans des mouvements ou qui sont un peu des militants, ils ont directement avalé l'hameçon. Ils ont dit « Ah ouais, zut ». Nous sommes en train de voir les images des bus Oui. en attendant. Donc, ils ont dit, voilà, oh, zut, ils ont fait sortir des millions, on est concurrencé, et c'est vrai, le peuple est divisé. Or, les hirakistes, les jeunes qui sont dans l'inventivité, qui sont dans l'action spontanée, qui sont dans le hirak, ils n'ont pas eu du tout ce sentiment. Ils ont dit, d'accord, ils sont dans le mensonge, ils avancent avec les supercheries, nous, on répondra vendredi. Est-ce qu'il y a eu des millionnaires comme ils ont dit? Parce Non, que on a les vu images les qu'on a vues, Non, c'est pas c'est des un- Bon, millionnaires. déjà, physiquement, quelqu'un qui court derrière le cortège et qui a la capacité de courir, de télémler, je suppose qu'il est entraîné, quelqu'un d'entraîné peut-être que militaire. Qu'un militaire. Après, pour le nombre, rappelons que le nombre qu'on a vu à un certain moment, c'est l'addition de 48 wilayas. Mais même avec ça, beaucoup de gens disent non, c'est faux, ce n'est pas une millionnaire. Non, c'est Oui. impossible. Il y Voilà. avait peut-être 100 000, Même 120 pas, 000. même pas. Non, le problème n'est pas là, c'est que le jeu derrière le chiffre, quel est le message envoyé derrière le chiffre? C'est que voilà, on a réussi à rassembler une millionnaire, donc votre millionnaire, elle n'est pas d'actualité. On a une société fragmentée, divisée en deux. Or, les activistes, certains, et je ne comprends pas pourquoi ils sont tombés dans ça, parce qu'ils ont transposé leurs craintes individuelles sur le hirak collectif, et que c'est faux. C'est que le hirak a compris que c'était des fabrications dignes des dictateurs, de médias complètement intoxiqués, qui sont dans la propagande, d'autant plus que les funérailles étaient politisées, et c'est faux. Mohamed Khelfaoui, sur ce sujet. À propos des funérailles, moi je crois qu'il y a eu exploitation, en effet. Maintenant, au profit de qui? Il y a une exploitation, c'est-à-dire que le chef d'état-major, rahimahullah, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Il est parti. Alors, quand il était en vie, ils ont exploité cette mise au devant de l'institution militaire. Il part, il exploite, et de quelle manière? Rappeler Boumediene. Maintenant, avoir à se rappeler aussi certains événements, il faut dire qu'à un moment donné, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, avait pris place ou avait pris responsabilité en lieu et place de Ben Saleh. Oui. Il faisait office de président de l'État. Ah oui, oui. Donc, au point de convoquer le corps électoral. Oui. Et En de fixer la conséquence- date des élections. Confirmation, Depuis une caserne. confirmation voilà, des funérailles présidentielles. Mais est-ce que ça n'a pas été, fait Non, exprès pour dire C'est que... intelligent ce que dit M. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour dire bon, c'est vrai, c'est nous qui avons désigné Tebboune, mais Tebboune n'est rien, c'est nous le président. Est-ce que ça n'a pas été fait pour, c'est ce que pour envoyer une sorte de message subliminal Bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais le système algérien, depuis 1962, il n'a pas changé hier. Et aujourd'hui encore, en faisant cette démonstration de force, c'est-à-dire que nous sommes en train de lutter pour dire qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Quand vous faites une démonstration de force, il appartient au hirak demain de faire sa démonstration de force. Parce que me faire une démonstration de force, c'est-à-dire que je ne vais pas changer. Ça va être comme ça, et on était dans le vrai. Donc, c'est une, je ne dirais pas une provocation, mais ben voilà, attention, nous sommes aussi là, Millionia, En fait, un jeu sur... Et on vous rend la parole. Oui, allez-y. C'est juste qu'en fait, ici, avec le protocole, ils ont encore perdu la bataille du protocole parce qu'en faisant sortir la dépouille du palais du peuple, Qasr Shah, qui est normalement destiné à un président et non pas au chef des armées, qui devait sortir du ministère de la Défense, en fait, le protocole prévoit que lorsque le président sort du palais du peuple, il doit y avoir les présidents et les chefs d'État étrangers à l'international. Or, avec Gaïd Salah, il y a rien eu. Et ils ont il y avait un autobus de généraux. Ouais, ils ont perdu en fait la bataille du protocole. Alors, je vous laisse poursuivre. Il y a toujours donc cet appel à une confrontation ou alors cette provocation. Et là, si on veut continuer vers ce qui est souhaité ou vers ce qui est demandé par le hirak depuis 10 mois, il y a là un jeu de bras de fer. Chacun montre ses muscles. Oui. Donc, il appartient au peuple algérien qui souhaite de sortir donc de ce marasme et de cette
Immobilisme. l'immobilisme, cette chape de plomb, hein, Ouais, cette qui, dictature. qui l'immobilise. Qui l'immobilise. Dictature, c'est un peu... Parce que, Ah, mais c'est les mots, hein. écoutez, le dictateur Pinochet que vous avez cité Ouais. a laissé sa place pour l'ouverture démocratique. Ça veut dire, alors c'est pire que dictature. alors. Donc il faut trouver un mot plus attention, fort. Vous parlez de Franco. Ouais. Franco, avant sa mort, il a rétabli La monarchie République, et la la monarchie, etc. Ouais. Donc, Ça veut dire que c'est plus fort que la dictature, alors. Il faut qu'on trouve un mot. Non, je dis que c'est pas... Même Gaïd Salah, il a rétabli M. Tebboune comme président. Non, enfin, Sauf que- avec un peu plus de, Moi, j'ai de sérieux. j'ai deux questions pour vous. Je vais profiter de votre présence ici, vous, l'ex-officier supérieur. D'abord, vous qui Je connaissez- voudrais, je Mais voudrais allez-y, terminer allez-y. l'idée de Oui. ce face-à-face. Oui, allez-y. C'est-à-dire que maintenant, le Hirak, d'ailleurs, il l'a fait, le monsieur a cité tout à l'heure cette sortie des étudiants sans avoir évoqué Gaïd Saleh, Allah yarhamou. C'est dire que Hirak évolue avec l'évolution des événements. Ça, c'est magnifique, ça. Oui. C'est réfléchi, c'est aller de l'avant. Il y a une intelligence Aller collective. de l'avant, ouais. oui. Ouais. On ne tire pas sur l'ambulance, non, on tire pas sur les morts. Sur les ambulances, c'est des blessés. des charognards. Mais là, on ne tire pas. Non, nous sommes plus propres, plus haut que ça. Nous cherchons une dignité nationale, sans toucher au respect des autres. Chacun, dans son domaine, dans sa fonction, a fait ce qu'il a pensé, ou conformément à un style de commandement, de direction politique. Là, le Hirak évolue. Nous l'attendons demain. Demain, s'il arrive à imposer sa magnifique force Habituel. Non, sa force Nous d'émancipation. allons parler de ce demain, mais Oui, d'accord, d'abord, vous avez bien fait de souligner ce respect de Hirak, c'est-à-dire du peuple algérien, pour ces grands Oui. principes qui relèvent de notre De éthique, la de hauteur. notre sacré, de notre tradition. Mais l'autre côté, ils ne respectent pas, eux. Mais je vous dis, l'autre côté... Ils nous insultent, ils nous traitent de harki, ils nous traitent de Non, tous les noms l'autre d'oiseaux, côté- d'agents, de mercenaires, et même L'autre un mot que côté- je n'ose pas prononcer ici. Oui. L'autre côté qui continue à diviser la société depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes indépendants, depuis de bâtisses nationalistes, DAF, maquisards, arabisants francophones, Sharq, Gharb, Qabaili, Arbi, etc. Et la dernière, la plus dangereuse, le fitna, c'est partager Chab. Ouais. Ceux qui sont avec ceci et ceux qui sont contre ceci. Alors, j'ai une question pour vous, deux questions. Quand Gaïd Saleh Rabbi yarhamou mat, quand il a décédé à l'hôpital, immédiatement, juste après son décès, c'est une information qui nous est parvenue, le staff présent sur place, constitué de plusieurs généraux parmi les au grade les plus élevés qui ont été appelés dans l'urgence, se sont réunis dans un bureau de l'hôpital et ils sont sortis avec la fumée blanche du pape là pour dire nous avons désigné Chinguereha par intérim. Alors pourquoi c'est par intérim? Bon, ça se fait généralement comme ça, après le départ d'un chef, subitement. Oui. Subitement, il y a cette étape-là d'intérim, de transition ou transitoire. Oui. Il y a cette étape-là. Désigner Chinguereha, c'est pas tout le monde s'attendait à ça. Traditionnellement, le chef d'état-major, c'est le chef Des forces terrestres. C'est ça, des forces terrestres. Donc, c'était ensuite le plus gradé, sinon le plus ancien, dans le grade et dans l'ANP, c'était lui. Mais pourquoi par intérim? Est-ce pour dire... en attendant de réunir tout le monde, le conclave, pour avoir l'accord de tout le monde? Est-ce pour dire nous attendons le feu vert de nos amis de l'étranger? Non, en attendant la confirmation par le président désigné, qui est là de fait, qui est le chef suprême des armées, ministre de la Défense. Oui, vous pensez que le président a son mot à dire? Il y a, sur un plan, en plus du protocole? Non, il faut dire qu'ils ont respecté au moins les formes. Les formes. Ah, d'accord. L'hypothèse que l'on peut émettre, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'informations, le système est opaque, tout le monde le sait, les Algériens le savent aujourd'hui, etc. Une des hypothèses, en tout cas,
que M. Chengriha soit désigné par intérim, c'est parce que tout simplement, l'état-major lui-même n'est pas sûr de lui. On sait les fractures qu'il y a autour de l'armée. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a beaucoup de généraux en prison, qu'il y en a qui sont en fuite, qu'il y en a qui se regardent et qui s'épient et qui se méfient les uns des autres. Et je présume qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe parce qu'ils ont peur pour leur pays. On a vu qu'un certain nombre étaient pour Mihoubi et que bon, c'est ceux qui sont pour Tebboune qui ont mis de l'eau dans le gaz. Qui ont fini par gagner. Donc, une des hypothèses, M. Benchenouf, c'est très certainement que on va dire, bon, voilà, c'est par intérim, après on va s'entendre tous, il y aura un consensus, etc., etc. Le deuxième point, c'est ce que vient de dire M. Khelfaoui, c'est qu'ils disent, bon, il y a quand même un président, on va le respecter, on va lui donner une chance pour qu'il accompagne éventuellement une nomination, etc. Et troisième hypothèse, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même des partenaires étrangers qui font un forcing sur la réalité politique algérienne, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats, qui souhaitent que l'armée reste au pouvoir comme elle l'a souhaité en Égypte, comme elle l'a souhaité au Soudan, comme elle le souhaite en Libye avec le maréchal Haftar, etc. Et donc... Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, d'abord, dire que l'état-major n'est pas sûr de lui, là, moi, je réfute ça. La hiérarchie militaire... Sur quelle base vous réfutez? Oui, parce que, j'explique, la hiérarchie militaire a son règlement, l'armée a son règlement, la hiérarchie militaire, on connaît comment elle évolue, qui fait quoi et qui passe à quoi. Donc, pour cela, il y a... Justement, si on était resté sans chef d'état-major, peut-être, j'aurais suivi ce que vous dites. Peut-être, j'aurais suivi. Vous pensez que c'est les règlements-là qui ont mis un certain nombre d'officiers en prison, etc. Et qui ont désigné Mihoubi. Donc il y a une règle. Non, écoutez, moi je parle. Non, mais je vous pose la question. Vous dites que les hypothèses ne sont pas crédibles. Alors dites-nous, puisqu'il y a une règle qui est respectée, etc., par tout le monde, etc., à ce moment-là, comment peut-on expliquer que du jour au lendemain, on puisse mettre des généraux en prison, que du jour au lendemain, on se dise non, c'est Mihoubi, non, c'est Tebboune, et puis bon, qu'il y ait un flottement. Il n'y aurait pas dû avoir de flottement. C'est une question que je vous pose. C'est vous l'officier de l'armée. C'est bien d'échanger. Si vous faites ça sur un micro, vous ouvrez beaucoup de dossiers, il va saturer. Alors, on reste sur une voie, on peut passer à l'autre successivement. Alors, non, nous allons arrêter là un petit moment. Moussab, très vite, puis nous allons passer à Lias Filali, qui a demandé surtout à parler de vendredi plutôt que des autres sujets. Mais vous voulez dire quelque chose, et puis nous revenons à ce sujet de l'armée qui est très intéressant. Bien sûr, j'entends que justement, règles et tout ça, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de loi qui régit le commandement militaire, mais des règles. Les règles sont tacites et variables. Donc le problème ici, c'est effectivement, il me semble qu'il y a des signes de faiblesse, parce que, rappelons-le, depuis la désignation de Tebboune, ça veut dire que c'est lui le chef des armées, ainsi le chef d'état-major est un rang inférieur. On peut pas, on peut attendre, on ne peut pas se précipiter pour le désigner. Or, ce qu'on a fait, c'était vraiment dans la précipitation. Et dans le topo général, c'est encore un poste par intérim qui s'ajoute à d'autres postes d'intérim. Donc c'est un peu, ils ont fait des élections pour mettre de la stabilité, on n'obtient que de l'intérim. C'est un peu très frivole. Ça montre que structurellement, en tout cas, il y a des signes de faiblesse qui sont très conséquents. Du moins de stand-by. On ne peut pas laisser une armée sans chef d'état-major. Parce que le chef d'état-major, il a plusieurs chefs d'état-major aussi. Parce qu'elle est là, on ne sait pas ce qui peut arriver pour le pays. Il faut qu'il y ait un chef qui commande. Mais il a déjà délogé les casernes pour les funérailles. Il aurait pu arriver. Alors, nous allons voir avec Lias Filali, puis nous revenons à cette très intéressante discussion. Lias Filali, tout à l'heure, nos trois invités ont parlé de demain, vendredi 45, qui pourrait être, de l'avis de presque tous les observateurs sérieux, le vrai tournant dans le Hirak. Tout le monde est en train de dire que si demain, tous les Algériens, au niveau de tout le territoire, dans toutes les villes, sortent massivement, ça pourrait donner un tournant à quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'état-major, parce que nous ne parlons pas de Tebboune, Tebboune ne compte pour rien, que l'état-major, c'est encore le bouillonnement, c'est encore le repositionnement. Donc s'il y a un vendredi 45
très, très intense, ça pourrait changer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que demain, pour vous, sera un vendredi important? Khouya Jamal, tout d'abord, ça coïncide bien avec l'assassinat de Abban Ramadan, Rabbi Yarhamou, un certain 27 décembre 1957. Et je pense que c'est lui le premier, parmi les premiers hirakistes, Abban Ramadan, parce que c'est Doula Madaniya, Machi Askariya. Voilà. Primauté du civil sur le militaire. On vous remercie beaucoup de nous avoir rappelé ces deux points très très intéressants. Effectivement, ça coïncide avec l'assassinat d'Abba Ramadan et ça coïncide avec le fait que le cheval de bataille principal d'Abba Ramadan était primauté du civil sur le militaire. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Voilà. Et c'est ça notre malheur. Vous avez d'un côté un peuple organisé, discipliné, attaché aux valeurs humaines, avec un sens de responsabilité, qui essaie de sauver le pays de ses prédateurs. De l'autre côté, on a un régime qui manipule la presse. Vous avez vu le matraquage, Khouya Jamal. C'est incroyable, incroyable. Le régime, vraiment, c'est la panique, ma cache. Il essaie de sauver le régime qui manipule la presse, les images, pour manipuler l'opinion publique. Ces derniers mois, on a vu un matraquage incroyable à travers la presse. Qui تشوف la presse تاعهم عبالك جمال, ça risque de soit une crise cardiaque, soit tu vas être diabétique, parce que c'est pour ça on conseille les Algériens de ne pas regarder les chaînes Hado. D'accord. Voilà. Alors, le matraquage incroyable pour manipuler, c'est le mensonge carrément. خويا جمال على بالك كاين واحد الكتاب يسموه تاريخ الكذب. على بالك la première personne qui a commis le mensonge, الدرب تاع المensonge. ما يقول لك اول انسان كذب في التاريخ ما كذبش على نفسه. alors ce régime راهو يكذب على نفسه، راهو يحاور في نفسه، راهو يكذب على نفسه. دقيقة محمد خلفاوي يحب يقول لك كلمة ونخليوك تكمل. اليزي. سي فري كو نكذب على الناس ما نكذبش على نفسي، مي لو كان نكذب على نفسي بليزيور فوا جو في كروار او مون مونسونج جو في مبروندر بور تال. Et j'espère que ce n'est pas ce qui se passe au niveau de notre direction politique. Ils vont prendre ça. Ils sont dans le déni. S'ils sont là, c'est dangereux. Lias Hilali, poursuivez. كمل فضلك. Oui. جمال خويا هاد الناس هادو ناقصين شرعيه en quête de légitimité. Alors من الصندوق للصندوق، من لي زورن ما قدروش يجيبوا الشرعيه من الصندوق. Même avec 8,73, des gens, le taux officiel. Mais même avec ça, c'est... Mouche le taux officiel, le taux véritable. Le taux véritable. Non, 8,73, non, officiel, avec le bourrage. Non, ما صارفوش ب 8,73, ما قال لك التو اوفيسيال تقريبا 40%. بس هذا تاع لو فري تو هذا il a été gonflé. Non, le taux officiel تاعهم le premier taux, ben ils ont gonflé. Ah, le d'accord. taux initial, c'est 8,73 okay. avec le bourrage. Avec le bourrage. Alors, نشوفوا خويا جمال، ثقافة الدولة ما راهيش عند هذا النظام، ثقافة الدولة راهي عند الشعب، راهي عند الحراكيست. Alors, comme شفتوا البارح comment qu'ils ont diffusé une vidéo, c'est la deuxième fois ils diffusent une vidéo, quelqu'un qui menaçait les hirakistes de couper la tête des hirakistes devant Shengriha. Qu'est-ce qu'ils veulent ce pouvoir? Alors il a dit littéralement, il s'est approché du car où étaient les généraux, dont Shengriha, le nouveau chef d'État, major. Exactement. Le nouveau chef d'État, major. Et قال له اللي يجيو vendredi نقطعوا لهم راسهم. Et il semble, on ne sait pas encore, qu'il ait été arrêté, ce monsieur. يقولوا بلي دخلوه الحبس. Et Moussab me dit que non, hein? Non. Je ne pense pas. Non. Il y avait une autre personne, Khouya Jamal, qui Wahran, il a fait un live, il a menacé les Algériens, les Djouli, qui allaient venir à Oran pour être solidaire avec... Menaçant Belbouchia, le couteau de boucher. Il est toujours libre. Il est libre, hein? C'est ça le pouvoir algérien. Très bien. Il est toujours libre, Khouya Jamal. C'est bien, comme ça les gens sauront qui est qui. Voilà, exactement. Voilà. Alors, حنا شوف خويا جمال, notre حراك هذا حراك مبارك.
les Algériens ils vont continuer à marcher chaque vendredi, chaque mardi, parce que ce pouvoir-là, comme je vous dis, c'est la panique. C'est la panique. Ils ne peuvent pas continuer. Jusqu'à quand يقدروا يحكموا هذه البلاد بالكذب. Le pays راهو فايت. خويا جمال على بالك le nombre des Algériens qui visitent على بالك باللي أنا je parle à des gens qui يخدموا في اللي عندهم des locations de voitures, locations de maisons. Les gens, même les Algériens qui sont établis, normalement on a 2 à 3 millions de personnes par an. Là, il n'y a personne qui vient. Il n'y a aucune réservation les derniers 4-5 mois. C'est un manque à gagner incroyable. هادو راهم مدين البلاد الحيط خويا جمال. Oui. Alors يعني الياس قعد معنا نرجعوا لك باش نتكلموا على الجمعة هذه justement. Alors, quelqu'un souhaite intervenir? Oui. Moi, j'interviens à chaud, parce qu'on a évoqué le vendredi de demain. Oui. Demain, et ces menaces-là de Bush, je ne sais pas ce que vous disiez. هذا واحد في وهران قال لهم اللي يجي الوهرني مانيفيستي معنا وقعدوا في القبائل تاعكم لو كان تجيو كان تاكل فيكم البوشيه. نتاعو. اي نا با ايتي اريتي. نتاعو. وقال لك لو كان تطلقنا الدوله عليهم. Si chaque ville se mettait à dire ça, on sera 48 pays. Non, Émirats. C'est des gangs là. Non, moi je dis. Demain, le peuple va voir le premier geste, le premier pas, peut-être aussi, si vous me permettez, le premier visage du président. Il en est responsable du vendredi de demain. Il n'y a ni Gaïd Saleh, rahimahullah, je veux dire, ni le côté militaire, ni ces petits je ne sais quoi qui menacent le peuple. Il en est responsable. Et vous pensez qu'il est vraiment président, au point de lui faire endosser une telle responsabilité? Écoutez, s'il ne l'est pas, il se retire. Oui, mais il est là. On peut être légaliste, mais on peut être légaliste à l'endroit d'un président qui a été élu. Moi, je ne peux pas lui donner de circonstances atténuantes. Il est le président de fait. Il est le chef suprême des armées. S'il se passe quoi que ce soit, c'est lui. Mais le peuple algérien ne se laissera rien se passer. Non, le peuple algérien est déterminé à rester dans le pacifisme. Écoutez, je m'adresse donc au président de la République, je m'adresse au peuple aussi. Le peuple peut sortir en force, peut sortir en force, et le président qui est garant de sa sécurité, c'est le premier garant de la sécurité de ce peuple. Alors, je vous donne une information qui vient de me parvenir. Oui. Le président de la République, moi je mets toujours des guillemets, vient de se réunir avec le Haut Conseil de sécurité. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Non. Lorsqu'il fait appel au Conseil de sécurité, pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est-à-dire la prise en main de la sécurité, mais dans son ensemble. De quelle manière? Comment peut-on s'engager? Qui engager? Ou alors doit-on dialoguer? Doit-on discuter? Ça ne peut pas être l'objet d'une discussion en vue de l'instauration d'un état d'exception? Combien même cela se ferait? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a aucune raison. Oui. Il n'y a aucune raison. Demain, s'il y a un vendredi important, il y aura une raison. Parce que ça risque de déstabiliser certains équilibres au sein de l'état-major. Il n'y aura pas de raison, parce que là, maintenant, on est arrivé à un certain niveau, après 10 mois de dialogue à travers ces marches et ces réponses par voie de discours, par les discours. On est arrivé à une situation où, ici, c'est la nation, il y a un peuple, il y a un pouvoir. Il ne peut pas y avoir un gagnant. Le pouvoir, finalement, a gagné. Il ne peut pas y avoir un perdant. Le pouvoir a perdu. Non. Ceci exige... Pardon. Vous êtes légaliste. Pardon. Allez-y. C'est ce qui exige maintenant, ce qui donne tout le sens de la transition. C'est ça qui va donner le sens à une transition. On va aller vers une transition, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il y a l'Algérie qui doit gagner. Point à la ligne. Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner la parole, Moussab. Vous êtes un ex-officier supérieur, vous êtes un légaliste, vous êtes droit dans vos bottes, mais vous ne pouvez pas nier que si à côté il y a un peuple qui se bat pour sa dignité, pour l'instauration d'un état de droit, pour l'instauration d'une république
en face, il y a une mafiocratie. Il n'y a pas d'État. Monsieur Béchenouf, le peuple est sorti dans la rue, pancarte à la main, il s'adressait à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à son pouvoir. Il s'adresse au peuple pour restituer son pouvoir, sa souveraineté. Il s'adresse au pouvoir, pas à un colonisateur. Et c'est Golo l'Istiqlal. Oui, ils disent comme ça. Oui, d'accord. J'étais dedans. Et ça vous donne des frissons. Oui. J'étais près dedans. Non, je veux dire qu'on s'adresse à un pouvoir. Maintenant, il est haï, il est honni, il est droit, il est mauvais. Nous partageons presque tous un peu, après 57 ans de manœuvres, etc., on arrive à une conclusion, elle est à peu près partagée. Là, le peuple est sorti, il s'adresse à un pouvoir. Le pouvoir doit l'écouter. Monsieur Tebboune doit se ressourcer, il doit lire l'histoire du pouvoir algérien. L'histoire du pouvoir pour rappeler que tous les présidents qui se sont succédés ont connu des échecs et à leur dernière minute ou à leur fin de règne, je dirais, ils ont fait des tentatives de redressement de la chose, y compris Boumediene, puisqu'on nous dit qu'il allait passer à un congrès du parti pour apporter je ne sais quoi. Il y a eu Chedli qui a demandé un troisième mandat pour apporter. Il y a eu, je le répète, ça je l'ai dit, Zeroual qui a abandonné en pleine bataille, malheureusement. Il y a Bouteflika qui a demandé une rallonge. Et ça veut dire qu'ils comprennent qu'en fait, c'est vrai que c'est faux. C'est faux, qu'il faut corriger. Ils ont terminé comment tous? Ils ont terminé, soit ils sont destitués de manière abjecte, soit de manière tragique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens en charge de ce beau pays, de ce grand peuple, doivent intégrer dans leur réflexion tout ça. Déjà pour la réunion du Haut Conseil de sécurité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très conséquent, non seulement au niveau interne de l'Algérie, mais même à l'international. C'est qu'ils ont dû recevoir des coups de fil et des choses très sérieuses. Bien sûr, normalement, un Haut Conseil de sécurité rassemble les ministres et les ministères régaliens. Or, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un ministère de l'économie ou de la défense correctement. Donc, ça serait bilatéral. Ça serait entre Tebboune, la présidence, et le ministre, autant que ministre des Armées, et le commandement militaire. Donc, ça manque un peu de... Non, il y a les affaires étrangères. Et ils sont même pas, oui, les affaires étrangères. Il n'y a pas de gouvernement pour le moment. Il n'a pas été... C'est un gouvernement de gestion des affaires courantes. Les ministères ne sont pas tous à fait régaliens. Alors maintenant, cette histoire parce qu'il faut la lier dans le paysage, dans l'opération de com de l'AMP qui disait, voilà, le Hirak maintenant est divisé. C'était quoi l'objectif de cette opération? Parce que toute opération a un objectif. Si j'ose dire, c'était une atteinte au moral des troupes du Hirak. Donc ils ont essayé un peu d'affaiblir le Hirak parce qu'ils savent que ce Hirak a un moteur. C'est quoi son moteur? C'est la verve et c'est cet enthousiasme, c'est ce plaisir. C'est-à-dire quand on a des jeunes mondialisés qui font des blagues branchées ou qu'on a des moins jeunes conservateurs qui font des blagues piquantes et savoureuses, c'est ça le moteur, c'est la joie qui est l'arme du Hirak. Or, en face, ils sont affaiblis par ça. Donc ils ont essayé de déstabiliser ce moteur pour on a l'impression qu'il y a deux générations qui s'affrontent. Vous n'avez pas cette impression? De l'autre côté, il n'y a quasiment pas de jeunes. Hein? Non, c'est des... Sauf quelques nervis de pure façade, mais sinon, au Hirak, c'est quasiment que des jeunes, entourés de leurs parents, entourés de leurs cousins, de ceux qui viennent les protéger, comme le mardi des étudiants. Mais en face, il n'y a que des caciques, il n'y a que des vieillards. Non, je dirais plus deux mentalités. Une mentalité civile qui est pour la cité et une mentalité militaire pour la citadelle. Donc c'est un peu ça. Alors un peu maintenant pour avancer sur les pouvoirs de Tebboune, j'ai cru comprendre, si j'utilise des mots un peu politiques, c'est que vous proposez une solution consensuelle. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je ne dis pas ça du tout, non. Vous dites qu'il faut... Parce que, pardon, je vais juste terminer sur ce point. Monsieur, d'abord, je n'ai pas dit ça. J'essaie de comprendre avec les termes politiques, c'est tout. Quand vous dites que Tebboune... Non, tout le monde demande une transition, non? Oui, mais la transition, comment?
il y a différentes transitions. Moi, je ne peux pas accorder beaucoup de pouvoir à Tebboune et ça serait même dangereux parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dialoguer avec lui en utilisant les partis politiques et ça, qu'est-ce qu'il va faire de facto? Ce qui est très dangereux, il va mettre l'état-major en arbitre, voire en juge. Maintenant, le temps n'est pas pour cette opération-là. Il faudrait que l'offre politique... Tel que vous l'imaginez, ce n'est pas son moment. L'offre politique doit venir clairement de l'état-major sur le sujet phare qui est l'état civil et non pas militaire. Ensuite, on avancera pas à pas parce qu'il y aura des manigances un peu partout. Non, mais très vite pour que nous fassions tourner le micro. Allez-y, répondez d'abord. Ce que vous souhaitiez répondre. Oui. J'avais deux choses à dire en fait. Mais lorsqu'il parle de... Sur Tebboune, les pouvoirs de la transition. Non, d'abord sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites il y a une nouvelle génération face à une génération de vieillards, ou je ne sais pas quel terme vous avez. Ouais. Non, il faudrait voir un peu sur le plan des structures, si c'est le terme, il ne me vient pas. Vous avez une génération qui est accompagnée par toutes celles qui l'ont précédée. Du grand-père, du père, du fils et du petit-fils. Le petit-fils, il est devant, les autres sont derrière. Nos étudiants, ce sont nos enfants, etc. Donc, il y a ça, et il y a une autre génération au sein de l'AMP qui apparaît, parce que c'est celle qui est venue après l'indépendance, qui était jeune officier ou sous-officier, ou peu importe, qui vient aux commandes. Donc, il y a deux nouveautés. Je pense, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu optimiste, je ne suis pas naïf, mais je ne vais pas quand même je n'ai pas pour habitude de tuer l'espoir, de bloquer les visions un peu optimistes de l'avant. Comment ça va se faire, etc., on verra. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas, je le répète, de perdants et de gagnants. Alors, avant de vous donner la parole, Hassan. Non, donc la nécessité d'une transition, un consensus, lorsque vous êtes face à face dans un dialogue. Si vous avez celui qui cherche des positions avant pour se présenter en position de force et celui qui est affaibli, ça c'est le gagnant et le perdant, c'est ce qui se passe un peu après les guerres. Bon, on va dialoguer, tu pousses tes frontières. On va négocier, tu pousses tes frontières, je prends ton pétrole, etc. Là, il ne faut pas ça. Il faut aller vers... C'est le commandement militaire qui l'impose, cette logique. Non. Quand l'état-major utilise une rhétorique martiale à l'égard du Hirak, c'est quand même inquiétant. C'est que dans leur tête, ils ne sont pas dans un processus politique. D'ailleurs, il tient un discours de guerre. Martial, oui. El Cherdima, el Harka, le Murtazika, les agents de l'étranger. Si vous voulez une vision un peu futuriste ou de prospective ou une analyse qui nous engage un peu vers des lendemains. Oui. Inch'Allah meilleur. Inch'Allah. On ne va pas rester... On ne va pas les bouder. Non, on en a parlé. Oui. On en a parlé très souvent. Ici, chez vous, tout le monde le disait, je ne sais pas, la presse ou les Facebook, etc. Parler de ce ton martial, parler de ces menaces, rejeter tout ça, rejeter même la personne. Au niveau du Hirak, on a lu, on a vu, on les a entendus. Bon, maintenant, il faut qu'on avance. Absolument. Je vais revenir à vous pour vous poser... je vais vous donner la parole. Je vais revenir à vous pour vous poser une question claire, que tous les Algériens se posent maintenant. Oui. Après, Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou, est venu Chengareha. Rabbi Tawal Amaro. L'intérim. Puisqu'il faut être correct jusqu'au bout. Rabbi Tawal Amaro, il a tranquille. C'est dans le bien. Voilà. Vous allez nous dire quelle est la différence entre les deux et ce que vous attendez du rôle que va jouer Chengareha par rapport à ce que vous savez de lui. Je reviens à vous dans un moment. D'abord, Hassan. Oui, ce que je voulais tout simplement dire par rapport à ce débat, oui, je suis entièrement d'accord qu'il faille avancer. Je suis entièrement d'accord qu'il faille une période de transition. Mais que demande le Hirak depuis maintenant 10 mois? C'est la transition sans ce pouvoir corrompu, sans ce pouvoir justement qui est tout le temps dans la tromperie.
sans justement le changement un peu à l'image. Mais vous dites quelque chose de contradictoire, Hassan. Allons-y. La transition sans ce pouvoir. Une transition se j'allais en venir. fait avec le pouvoir en partant. mais le nouveau arrive, l'ancien dégage. Non, mais j'allais en D'une venir. situation à une autre. Oui, mais il y a une phase de transition durant laquelle les deux sont ensemble. Au moins transitoire. Voilà, transitoirement. Allez-y, pardon de vous avoir interrompu. Ce que je suis en train de dire, Oui. et j'en arrive là, c'est qu'une transition qui se ferait en catimini comme ils ont l'habitude de le faire, une transition avec la présidence, l'armée et encore une fois, impétrants, comme on l'a vu, avec la commission électorale, etc. Bon, tout ce qui a été orchestration pour arriver à de fausses élections. Ben, si c'est une transaction de ce genre, ben, le Hirak se bat depuis 10 mois pour dire non. Ce que le Hirak veut, c'est une transition avec des gens propres. Donc si l'état-major, en se réunissant autour du Haut Conseil de sécurité et avec le président, il décide de donner la parole au peuple, il décide qu'effectivement ce Hirak doit avoir des porte-paroles, ça peut être par exemple les prisonniers, ça peut être un certain nombre de gens activistes connus qui peuvent éventuellement parler au nom du Hirak et dire voilà, même maintenant la présidence actuelle, mais c'est vous qui menez la transition. Et on se respecte, effectivement, chacun dans son rôle. Ils encouragent effectivement une transition vers un système démocratique. Là, je crois que c'est ce qu'attend le Hirak. Mais si, encore une fois, on vous dit « Attention, ne vous inquiétez pas, on va faire une transition », mais c'est nous qui allons le faire. Ça ne s'appelle plus une transition. Ce n'est plus une transition. Ça s'appelle tout simplement... C'est un arbitrage. Tout simplement. Un armistice. Ou alors ça un s'appelle armistice. voilà, changement dans la continuité. Absolument. Alors, Hassan, Lias Filali, d'abord un commentaire sur ce que nous sommes en train de dire ou voulez-vous une question directe? والله تمنيت نكون معكم في الاستوديو. Ah oui, je sais, Lias. على بالي بك. خويا جمال, هذا pouvoir, il a toujours tablé sur l'affaiblissement de Hirak. Mais on a vu le contraire. Oui. Même si le nombre a diminué par rapport au mars et avril. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une كاين وعي كبير. كاين ce qu'on appelle un brainstorming. Moi j'étais au milieu de Hirak, c'était le brainstorming pendant des heures chaque vendredi, chaque mardi. هذه هي هذا le nouveau-né. حاب يقول. C'est pour ça que les Algériens, الحراك ما حبش يموت parce que les Algériens savent bien que s'il s'arrête, on va attendre peut-être une génération pour rebondir. Alors, on n'a pas le choix. Les jeunes Algériens, on a goûté la liberté. Ce pouvoir n'a aucune vision pour faire sortir le pays de cette crise. Même s'il va solliciter le meilleur think tank du monde, il ne peut pas, mais la crise parce qu'il faut l'adhésion des masses. Il n'y a plus de confiance dans ce régime. Mais qu'est-ce vous avez vu comment ils ont essayé les derniers jours, et les derniers temps aussi. Ils sont en train de faire les mains et les pieds avec et ils ont toujours failli. Des milliers. Alors, خويا جمال, je pense que vendredi vraiment très très fort parce que automatiquement Chengriha n'aura pas le pouvoir que Gaïd Salah avait, parce que Gaïd Salah pendant toutes ces années, parce que c'est un élève de Bouteflika, il était en train de placer ses hommes un peu partout. Ce qui fait, Chengriha, je ne pense pas qu'il aura le pouvoir اللي كان عنده Gaïd Salah. Inch'Allah, كما قلت, يكون يستعقلوا شويه باسكو راكم تشوف كيفاش راهم يستعملوا في لا بريس اي ça fait peur. والله ça fait peur. والله يا خويا جمال, ils sont en train de يعني pousser le pays يعني ما نعرف وين رايحين. alors Lias, فهمني في حاجة. Essayez de m'expliquer quelque chose, de nous expliquer tous quelque chose. Ce régime qui est tellement dans le déni des choses qu'il ne voit même pas ce qu'il fait. Par exemple, je donne un exemple. Pour les funérailles d'Ahmed Gaïd Saleh, il a fait ramener des gens par plusieurs centaines de bus. On nous dit même qu'il y avait des bus où il y avait 3 personnes. Il a fait encadrer les manifestants
par des, je ne veux pas dire le chiffre parce qu'il est invraisemblable, disons par des milliers et des milliers de soldats en civil. Et avec ça, toute sa presse nous parle de millionia, alors que tout le monde l'a vu, cette millionia. Ce n'est pas une millionia du tout. Alors que le Chab, le Hirak, il fait tout pour le contraindre, lui fermer les routes, faire des blocus sur les villes, arrêter les gens, les mettre en prison, les brutaliser, les maltraiter dans les commissariats, et même les torturer, et leur saisir leurs drapeaux, et les insulter. Et ils nous disent, mais où est-ce que vous avez vu des millionnaires? Ce n'est pas des millionnaires, ça. On nous a même ramené des experts dans leur télévision qui font des comptes au mètre carré et tout pour nous dire, non, maximum, le Jazair Kamla, il y a 200 000. Donc, il est dans quoi, ce régime? C'est plus des dénis, ça, c'est de la folie furieuse. خويا جمال كاين ان ديكتون تاع مالكوم اكس اللي يقول si vous n'êtes pas vigilant les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais يعني الحمد لله ils font ça avec les gens faibles d'esprit. انا ما شفتش انسان خويا جمال ما شفتش واحد مثقف واحد كالكان دو فريمون منور ومثقف وعنده ان سيرتين نيفو ويمشي مع هذا الطرح تاع النظام هذا سي نو سي امبوسيبل تلقاهم سواء في الميليتير. والله غير كاينين الياس انا والله نعرف دي جون دي انتيليكتويال يقراو في الجامعه داروا دي زيتود في الامريكان وتقراه واش يكتب على الحراك كما قال لك سي محمد خلفاوي روح شوف غير لا ليست تاع البانيل هاك شفت البانيل دونك مثقفين قراو داروا مسؤوليات فواياجوا في الدنيا عندهم اولاد قراو دي رومان كاين اللي حفظ الشعر بصح ثم تحبس هذاك ما حلبت. هادو منتفعين هادو منتفعين خويا جمال هادو منتفعين. انا نقول لك حاجه مالا الديكتون تاع اللي يقولوها احنا في الجزائر عطي لي فهم الله لا قرا هادو قرايتهم ما فاتهمش باسكو فان دو كونت انا قلت كلمه جافي كاين واحد هنايا انا انتلكتويال عايش هنا في لندن قال لي كنت في البلاد قلت له وي قلت له كيفاش الحراك هو يلي دو مديه قال لي قلت له كيفاش الحراك قال لي الحراك يتسجوك قال لي بالانجليزيه قال لي لا ريكولات قلت له اوي قلت له الناس هذو خرجوا على الدينيتي تاعهم ولا خرجوا على الخبز ولا خرجوا على الكرامه على الحريه قال لي وي سيرتيرمون قلت له ايكوت قلت له مالا اتمتع بالدوله المدنيه اللي ماتوا عليها لي زونغلي دوبوي 1196 دوبوي لا ماغنا كارتا حتى 1846 قلت له ماتوا على الدوله المدنيه راك تمتع بها هنايا قلت له تمتعوا بها وخليوا الشعب مسكين ويا ميم دي جون عايشين هنا في الدوله المدنيه اللي ماتوا عليها الانجليز والفرنسيس ويدعموا في الدوله العسكريه اي سون بالطرح هذا العسكري الوغ لا سي المطركه خويا سي لا بريس سي لا الوغ الياس فيلالي اخر كلمه قبل ما نسرحوك غدوه فوندردي كش ما عندك نداء كش ما عندك نابيل كش ما عندك المهراس خويا جمال ما تنساش باللي اليوم مهراس فيلالي الياس فيلالي اليوم المهرس نو باسكو بون المهرس لا سيمين ديرنيير على بالك ايزون لا بوليس ايزون في ايزون ميناسي لي جون لا ديرنيير فوا في الجي شاك جودي دركا ولاو يهدوهم جميع واحد يلقاوه يرفدوه باسكو صدعتهم المهرس صدعهم خويا جمال. الور ان شاء الله حنايا اون فا ريبروند هذا الاخر بور فير باسي لو ميساج نتاع خوتنا السجناء وراهم سمعوا المهرس في الحراش ونشكروا الناس تاع الحراش ونشكروا الناس تاع قليعه اللي راحوا قدام الحبس وسمعوهم اي فريمون حنا نتمنى ان شاء الله خوتنا اللي راهم في الحبس والله غنتمنى لهم كل خير ان شاء الله سي ديو سي تري تري ديو بور سورتو كريم طابو كي راهو ايزولي ربي معاه ان شاء الله ربي يقويه. On rappelle que Karim Tabou est dans un isolement terrible, terrible. Voilà. Plusieurs semaines, وحده c'est plus que de la répression, c'est du sadisme. C'est du sadisme. Exactement. بارك الله فيك خويا الياس فيلالي نتلاقاوك ان شاء الله قريب. Alors, mes chers amis, le dernier tour. D'abord, Mohamed Khelfaoui, moi je voulais vous poser une question sur M. Chengereha. Est-ce qu'il convient de dire M. Chengereha ou il faut dire général Chengereha. Alors, par rapport à Gaïd Salah, il est comment sa personnalité? Est-ce que... Bon, il m'est difficile de dire sa personnalité, même si j'avais travaillé avec un autre, parce que là, c'est l'étude de profil, c'est toute une spécialité. Mais ce que je peux dire, c'est que l'un a été de cette génération qui avait une seule ligne à suivre, la libération du pays,
L'autre était de cette génération qui a vécu de manière indirecte, c'est pas impliqué. Il a 76 ans, Non, il a moins. il me semble. Hein, si 75 officiellement. voilà, 75 ans. Hein. 75. Donc le général Chengreha a eu l'occasion de faire des études. Je crois qu'il a même enseigné avant de s'engager dans l'ANP. N'oubliez pas que le lieutenant Chengreha, qui est un des adjoints de Bossov, qui lui a été missionné pour aller en Allemagne récupérer ou acheter les appareils radio pour les communications, etc. Comment il est passé par l'Espagne, par le Maroc, etc. C'était un héros, le gars. Donc, il y a une famille un peu qui a un style. J'espère que tout le monde se ressourcera de ça. Chengreha, moi, je l'ai vu peut-être 2-3 fois, sans m'étaler. Hein. J'ai eu du respect pour lui. C'est pas parce qu'il y a la télé. Oui. Je le dis honnêtement. Bien sûr. Il m'a inspiré beaucoup de respect. Il était dans une division qu'il a prise par la suite, il me semble. Ou la 8, il a pris. Donc, ils sont un peu sur ce plan-là d'enfance, de jeunesse. C'est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que l'un était comme sa génération, l'autre était plutôt... Il a eu la chance d'avoir étudié, d'avoir enseigné. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas un dossier que je vous lis. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Je ne sais pas. Je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. Alors, dernière question, et puis nous ferons le tour. Par rapport à ça. Oui, oui, allez-y. Juste un mot. Bien sûr. Je pense très honnêtement qu'il faut juger les hommes aux actes. Absolument. C'est-à-dire le ressenti d'avoir comme ça il un m'a dit ce visage. que je pense. On peut avoir une sympathie. Bien sûr. On peut avoir une sympathie parce qu'il présente bien et tout ça. Bon, mais ce sont les actes, donc on le verra. Au pied du mur. Vous êtes d'accord avec moi? On connaît l'artisan au pied du mur. Voilà. Le maçon au pied du mur. Parce que je parle, que si vous parlez de ses actes, lorsqu'il est toujours... Non, je parle lorsqu'il a évalué, et s'il est arrivé là où il est, c'est que du point de vue commandement et formation militaire, je crois qu'il y a rien à dire. Mais il peut être un oui aussi. Il y a alors, une dernière question pour vous. Je n'en sais rien. Oui. Non, mais c'est très important. Non, mais parce qu'arriver à des postes d'autorité ne veut pas dire qu'on a des compétences, malheureusement. Oui, surtout pas chez nous. Voilà, donc je m'inscris en faux contre ça. Oui. Mais il n'a pas dit le contraire, Mohamed Khelfaoui. Si, parce qu'en disant... Il a dit ce qu'il sait de lui. Non, mais ils appliquent... Non, vous appliquez des concepts ou des injures un peu... C'est pas une injure. Quand vous dites bini, oui, c'est quoi ça? Il y a effectivement des bini non, mais, au pouvoir. Attendez, vous appliquez... Est-ce qu'il y en a il y en a. Dans une armée, vous avez un ordre, vous dites oui. Voilà. Hadar. C'est le plus... Maintenant, le bini, oui, c'est quoi? Mais vous utilisez des mots de politique ou de je sais quoi, de social, vous les intégrez dans une institution qui est organisée. Dès lors que les militaires ne se limitent pas à leur rôle militaire et qu'ils s'immiscent justement dans la vie politique, on utilise les termes politiques qui conviennent. On ne va pas maintenant encenser avec des termes militaires leur rôle politique. Alors, nous allons... C'est très intéressant, mais je dois passer à la suite. Parce que par rapport à ça, même Feu Gaïd Salah, il n'est pas décrié en tant que personne. Bien sûr que non. Personne n'a jamais cherché à savoir son rôle de père, de grand-père, de chef de famille, etc. Ça, c'est le blocage. Personne n'a jamais remis en question quoi que ce soit. Absolument. Mais c'est son rôle politique qui est décrié. Et c'est très bien. Alors, j'aimerais une petite question, j'aimerais que vous me répondiez rapidement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et je dois faire le tour. Tout le monde sait, tous les Algériens savent, parce que nous vivons tous ensemble, qu'au sein de l'armée, il y a des hommes d'honneur. Il y a beaucoup d'hommes d'honneur, des officiers supérieurs, des officiers, des sous-officiers, mais qui sont en train de voir leur pays aller droit au mur. Est-ce que, moi je ne suis pas en train d'appeler au coup d'État, je suis en train de dire, est-ce qu'il est normal que des hommes dont on sait qu'ils sont des hommes d'honneur, des patriotes qui aiment leur pays, puissent accepter ainsi que leur pays se fracasse sous leurs yeux, sous le commandement d'une mafia qui a pris en otage ce pays? Est-ce que c'est normal? Je prolonge la question, M. Khelfaoui. Allez, mais très vite. Je prolonge la question.
Ces hommes d'honneur, parce que je suis aussi d'accord qu'il en existe, quel est le moyen qu'ils ont pour faire pression, non pas, comme il vient de le dire, ce n'est pas un coup d'État, mais pour faire pression, soit de façon amicale, soit de façon, un conseil professionnel, soit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a changer un moyen, le cours des événements. Est-ce qu'il y a un moyen de parler à la hiérarchie militaire? Voilà, c'est ça. Allez-y. On voudrait bien connaître ça. Vous forcez un petit peu la question. Et je sais combien il est délicat pour vous de répondre à ta question. J'essaie de répondre de manière réaliste, pas objective, ou autre, de manière réaliste, ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, pour les autres armées. Il y a une discipline. Si maintenant il y a des groupes qui voient ceci, des groupes qui voient cela, vous savez où est-ce que ça peut nous amener. J'espère que nous sommes tous là vers une politique, vers un suivi qui est, cette fois-ci, remise à table par le président ou par le HCE ou par l'ensemble pour étudier objectivement la demande du Irak, la demande le HCS, oui. Non, pour étudier objectivement comment répondre à la nation, comment remettre la nation dans la voie de ce troisième millénaire. Le peuple est engagé, il a une portée sociale et politique extraordinaire, il s'est soudé, il s'est engagé pour construire son pays, pour prendre des responsabilités. Ce n'est pas de moi, je m'en fous, non, cette fois-ci, non. Je ne veux pas de ça, je veux, c'est le mien, parce que moi j'ai élu, parce que moi j'ai choisi, donc je deviens responsable. C'est ce qu'il faut espérer, c'est que le HCE, HCS. Encore une fois. J'espère qu'on ne va pas aller à un HCE. J'espère que non. Le HCS, sous donc au Conseil de sécurité. Oui, sous l'égide de Monsieur le Président de la République. Le Président de la République. J'espère qu'ils auront, je m'en souhaite, qu'ils auront l'idée de Barakat. On va mettre les choses sur le plateau. Pour le bien du pays. Et premier truc, que les mesures d'apaisement suivent. Et à travers ces mesures d'apaisement, on va passer à un dialogue national, ou alors une transition, ou alors... Maintenant, que dira le Hirak ou ces représentants-là? Il faut aussi que le pouvoir en tienne compte de ça. Merci. Alors, Moussab Hammoudi, et puis ce sera le mot de la fin, Hassan Herj. Oui, moi je m'adresse principalement au Hirak. Il ne faut pas qu'il signe un chèque à blanc ce régime, parce qu'il peut faire tout, bien que la donne a changé. Actuellement, on n'est plus dans un pays où on peut fermer pour faire des horreurs, mais on est dans un monde complètement mondialisé, petit village où le moindre feu en Algérie peut aller jusqu'au bout de la planète. C'est pour ça que j'ai eu l'information, la réunion du Haut Conseil de sécurité elle abordait 3 axes. C'était la mobilisation, c'était le rapport entre le peuple et l'armée. Et troisième axe, c'était le récapitulation sur l'opération des funérailles. Donc, les hommes, après, avec cela aussi, ça ne veut pas dire que... C'est du moins l'ordre du jour avoué, j'allais dire, déclaré. Non, mais ça, c'est de source officielle. Après, cette histoire d'hommes d'honneur dans l'institution militaire, personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être hommes d'honneur, intègres autant qu'individus. Mais dès lors qu'ils sont en fonction, qu'ils sont dans la hiérarchie, c'est ordre, obéissance, et ils sont en exécution, on attend de voir. Alors, à ce moment-là, Chengreh, il ne faut pas lui quand même enlever l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Algérie, parce que moi, quand je prends un livre comme La sale guerre de Habib Souaidia, les pages les plus sombres, les plus nauséabondes, ce sont celles où est cité Chengreh. D'ailleurs, hier aux funérailles, tout le monde se vantait, enfin son camp se vantait que c'est l'homme qui ne sourit jamais. Alors le Hirak doit lui dire aussi que nous sommes le peuple qui sourit et qui gagne avec le sourire, et que demain ça va être un jour mémorable, ça sera une mobilisation intense avec les couleurs, s'il fait hiver ou printemps, nous toute l'année c'est le printemps, et on va le faire savoir, parce que la revendication c'est l'état civil et non pas militaire, et qu'on arrête avec les mensonges, justement puisque ça tombe avec le mensonge de l'assassinat de Abban Ramdan. Nous on veut que ça soit les principes et les préceptes pour lesquels s'est battu Abban Ramdan et Ben Mehdi, que ça soit l'état civil et non pas militaire. Hassan Herj. Oui, 3 points très rapidement. Ouais. Le premier point, c'est qu'il faut espérer que la réunion du Conseil, du Haut Conseil de sécurité, débouche vers un communiqué qui appelle... Il paraît que le communiqué a été fait et qu'on est en train de parler même d'examiner la situation avec les frontières libyennes. Mais allez-y.
poursuivez. Entendu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce HCS envoie des signes qui rétablissent la confiance entre l'armée et son peuple, et entre le peuple et son armée. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous verrons dans les prochains jours, est-ce qu'il y a des signes, justement, de réconciliation pour rétablir cette confiance, ou est-ce que c'est toujours le bras de fer, comme ça a été institué par Gaïd Salah? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Algérie était un pays socialiste. Et il était arrimé, qu'on le veuille ou non, à l'Union soviétique. Il est en train d'arriver à l'Algérie, ce qui est arrivé à l'Union soviétique dans les années 90. C'est-à-dire que, tôt ou tard, le peuple déterminé, le peuple confiant, le peuple qui sait ce qu'il veut, qui veut s'émanciper, ben ce peuple-là finira par s'émanciper. Ça, à mon avis, c'est inéluctable, c'est la marche de l'histoire. On ne peut pas, parce que, comme vient de le dire notre ami Mahmoudi, c'est qu'effectivement, il y a le village planétaire. Et l'Algérie ne peut pas être isolée, ne peut pas être toute seule. Et le dernier point, M. Benchenouf, je dirais, j'appliquerai un petit peu la psychologie comportementale à ce qui se passe politiquement aujourd'hui et demain. Nous sommes dans ce qu'on appelle un reimprinting. Un reimprinting en psychologie comportementale consiste en ceci. C'est faire venir la personne qui est dans la souffrance petit à petit à ce qui a causé sa souffrance, jusqu'à trouver le premier point qui a fait sa souffrance. Et là, on essaie de lui donner des ressources, à lui, à ce qui était autour de lui. Et là, demain, c'est l'anniversaire, le 62e anniversaire de l'assassinat de Abban Ramadan. C'est un reimprinting à partir de la mémoire de Abban Ramadan qui a tout simplement voulu une Algérie libre, une Algérie démilitarisée, une Algérie démocratique et sociale. Merci. Très vite. Oui, il faudrait dire que si cette déclaration a été réellement faite de la part du HCS, nous avons appris, le feu Gaïd Saleh, que nos frontières étaient bien protégées. Oui. Il y a des protections électroniques par aussi. Mais c'est peut-être pour agiter un épouvantail supplémentaire. Mais il ne faut pas non plus qu'on aille vers. C'est une situation particulière pour un état d'urgence particulier. Absolument. Il faudrait qu'on aille vers des solutions. J'entends bien ce que vous dites. Vers des solutions définitives. À condition qu'on ne fasse pas. Et ensuite, tout le peuple, 43 millions d'Algériens, vont descendre à la frontière libyenne. Absolument. À condition que nous ne fassions pas le coup de 1963. Ben justement, ce qui est en train de dire exactement Mohamed Khelfaoui. Voilà. Merci Mohamed Khelfaoui, merci Elias Filali, merci Hassan Herj, merci Moussab Hammoudi. Juste une chose, Hassan Herj, nous n'avons pas été un pays socialiste. Nous avons été un village Potemkin. Nous n'avons jamais été un pays socialiste. Ils se sont servis du socialisme pour nous tromper. C'est de la propagande socialiste. Au niveau de la propagande, au niveau de l'alignement avec l'Union soviétique. C'est vrai. Alors, mes chers amis, غدوة الجمعة 45 الجمعة المباركة par excellence. اللي يصلي واللي ما يصليش غدوة جمعة مباركة. خوتي خواتاتي tous les Algériens qui vivent à l'étranger sont fiers de vous. Très, très fiers de vous. Comme nous sommes fiers de nos frères qui sont ici et qui, chaque fois, dimanche ici, samedi à Lyon, un peu partout en France, un peu partout dans le monde, à Montréal, manifestent. Pourquoi ils manifestent? Tous les Algériens sont en train de manifester pour leur dignité. Tous les Algériens sont en train de manifester, mais le doula, le madaniya, michi askariya, ça c'est un droit inaliénable. Tous les Algériens sont en train de revendiquer le droit à l'égalité devant la justice, la séparation des pouvoirs, les élections réelles, sincères, élues par le peuple et non pas désignées par n'importe quel officier ou n'importe quel cabran ou n'importe quel général ou je ne sais pas quoi. الحاصل بارك الله فيكم خوتي غدوة الجمعة تاع غدوة قادرين حنا الجزائريين غدوة خوتي لو كان نخرجوا في كل المدن تاع هذه البلاد هذه العزيزة لو كان غدوة on fait une vraie démonstration de force غدوة ce sera un tournant dans l'histoire de l'Algérie بالسلمية سلمية وبالخوة خوة بقاو على خير. Qu'est-ce que vous voulez?
الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال نحبوا حريتنا